Donc, bonjour à toutes et à tous. Il y en a qui sont venus avec des images d'espèces magnifiques ou de paysages magnifiques. Moi, je suis venu avec un œuf, ce que vous voyez au milieu. Et alors, cet œuf va nous préoccuper dans le propos qui va suivre. Je travaille à Muséum national d'histoire naturelle, donc c'est un environnement un peu particulier. D'origine, je suis épigénéticien. C'est-à-dire, je fais de l'épigénétique. Alors, c'est la science qui essaie de comprendre comment l'environnement, et donc notamment l'alimentation, influence l'expression de nos gènes. À côté de ça, il se trouve que je m'intéresse aussi beaucoup à la physico-chimie de l'alimentation, à savoir comment est-ce que les composés sont transformés, qu'est-ce qui se passe quand on cuisine, qu'est-ce qui se passe quand on mange, la physiologie du goût, évidemment. Et à ce titre-là, donc, je suis responsable de la formation scientifique des profs de cuisine, notamment. Donc le propos qui va suivre va être sur la partie cuisine, et pas sur la partie épigénétique, je vous rassure tout de suite. Ça, c'est l'environnement un peu privilégié qu'on a au muséum, c'est grosso modo la vue de la fenêtre du labo. Alors, vous pouvez avoir l'impression que ce sont des flamants roses, mais pas du tout. En fait, ce sont des flamants rouges. C'est une autre espèce, c'est les flamants des Caraïbes. C'est assez facile de les distinguer parce que les flamants roses, en général, ils sont roses. Puisque les flamants rouges, comme vous voyez, en fait, ils sont très, très roses. Et c'est comme ça qu'on peut les distinguer. Alors, c'est joli comme image, mais ce dont on ne se rend pas compte sur la photo, c'est que c'est des bêtes qui pataugent un peu, qui laissent un peu traîner les bouts de crustacés qu'on leur donne à manger. Donc, franchement, des fois, ça pue. Et ce qui pose un problème, et quand ça pue vraiment trop, en fait, j'en arrive à imaginer des solutions. Alors, je trouvais une recette de flamand. Donc ça, c'est une recette d'Apicius. Apicius, c'est un noble qui a vécu grosso modo de moins 30 à plus 30 avant-après Jésus-Christ, donc sous les empereurs, notamment Tibère. Et donc, il y a des écrits, alors que maintenant, on sait que c'est pas de lui, mais bon, on les associe à lui, ou à sa cour, en tout cas. Donc, cette magnifique recette, dépouillez le flamand, lavez-le, parez-le, mettez-le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de la nette, un peu de vinaigre, à mi-cuisson, liez un bouquet de poireaux, de coriandre pour le faire cuire. Quand la cuisson sera presque terminée, ajoutez du lait fraîchement coloré, mettez dans un mortier du poivre, du cumin, de la coriandre, de la racine de laser, de l'amande, de la rue, tritouillez, mouillez le vinaigre, ajoutez des criottes, arrosez de jus de caisson, versez dans la cocotte, et liez à la fécule. Bon, tout ça, c'est de la recette, Il y a juste le défritome qui peut vous poser une question. En fait, c'est du mou de raisin. Donc, si on analyse un peu plus calmement la recette, on voit qu'en fait, on prend une volaille, on la plume, on met une garniture aromatique, on la fait chauffer dans une cocotte, et puis à la fin, on rectifie l'assaisonnement et on lie la sauce, c'est un coq au vin, quoi. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc il n'y a rien de nouveau, ça c'était il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, fondamentalement, la cuisine n'a pas évolué. Alors elle a évolué en surface, sur les assaisonnements, il y a quelques idées, et on va revenir sur quelques idées un peu nouvelles qu'on peut avoir. Mais dans ses fondamentaux, la cuisine n'a pas évolué. Qu'est-ce que c'est que la cuisine? Alors on trouve dans différentes définitions. C'est l'activité qui consiste à préparer les repas, ou plus prosaïquement l'art de transformer les mets. Voilà. Et si possible de les rendre agréables au goût. Parce qu'une bonne cuisine, qu'est-ce que ça va être? Une bonne cuisine, ça va être une cuisine qui va être bonne pour les sens, bonne au niveau du goût. Tout ça est très culturel, bonne pour la santé si possible, bonne pour le corps. Et maintenant, de plus en plus, on a conscience du fait qu'elle doit aussi être bonne pour l'environnement, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup, évidemment, pour atteindre cette excellence dans cette cuisine qui doit être bonne sur tout un tas de tableaux, on a besoin d'une connaissance. Et ça, Brillat-Savarin, avant d'être un fromage à pâte grasse, c'était un juriste en l'occurrence. Jean-Antoine Brillat-Savarin, dans son ouvrage le plus célèbre, La physiologie du goût, 1825, nous dit que la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et dans cette connaissance, elle a un but. Cette connaissance a un but, veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Donc c'est vraiment ça qui va nous préoccuper, comment atteindre cette meilleure nourriture possible. Et Brillat-Savarin, d'ailleurs, dans son livre, dans son ouvrage, continue de développer, il dit, pour ça, on va avoir besoin de connaissances en physique, de connaissances en chimie, de connaissances en biologie, de connaissances en physiologie. Donc c'est un peu ces connaissances qu'on va très rapidement décortiquer ensemble. Pour ça, je vais faire quelque chose d'extrêmement complexe. Je vais casser un œuf, enfin un blanc, que je vais mettre là, voilà, paf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter un blanc d'œuf. Alors, un blanc d'œuf, vous allez voir que ça ne va pas être très très évolué au niveau cuisine, ce que je vais vous faire. Mais donc fouetter un blanc d'œuf, ça consiste à fouetter de l'eau, parce qu'un blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines. Et évidemment, si c'était juste de l'eau, je ne le ferais pas, parce que ce serait un peu con. Mais là, il se passe quelque chose, parce que donc, il y a des protéines. Donc déjà, sans être un grand chimiste, on sait que s'il se passe quelque chose, c'est grâce aux protéines. Et en l'occurrence, les protéines, alors bon là, quand je suis en train de fouetter, qu'est-ce qui se passe? Les protéines, c'est des protéines globulaires, donc c'est des chaînes d'acides aminés. Dans les acides aminés, il y a des acides aminés hydrophobes, hydrophiles. Bon là, normalement, ils sont en pelote, mais là, en fouettant, les pelotes, elles se débobinent. Et comme elles se débobinent, les acides aminés hydrophobes,
Ils ne sont pas contents d'un point de vue énergétique parce que normalement ils étaient cachés au milieu de la protéine globulaire, mais là ils sont exposés à l'eau et comme ils sont exposés à l'eau, ils essaient de se réfugier. Mais quand en même temps je leur propose des bulles d'air que je fais rentrer dans ma mousse, du coup ils vont se mettre autour des bulles d'air et du coup toutes mes bulles d'air se retrouvent recouvertes de protéines. Et ça on n'y pense pas toujours quand on bat les blancs en neige, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est important quand on fouette un blanc ou pas. Il y a des différentes choses en cuisine. Ça on vous dit des trucs qu'il ne faut surtout pas faire. Par exemple, il ne faut surtout pas s'arrêter de fouetter quand vous fouettez un blanc en neige, parce que sinon ça peut poser problème. Ça, c'est un truc qui est important. Mais sinon, non, plus sérieusement, pour vérifier que si ça marche, normalement, quand on retourne le bol, il tient. D'accord? Donc ça, c'est... ça, c'est que c'est réussi. Merci, c'est juste un blanc fouetté. Hein. Et alors, si vous retournez et que ça tombe, ça, c'est le signe qu'il faut recommencer. Quoi. C'est pas... donc ça marche bien. Ça marche bien. Alors évidemment, il y a plein de trucs et astuces qu'on va trouver. On vous dit par exemple, des fois, il faut mettre du sel. Alors le sel, ça rajoute des ions, effectivement, notamment des ions sodium. Effectivement, les ions, c'est des ions positifs, Na+, donc ça facilite le débobinage et l'interaction des protéines après pour entourer les bulles d'air. Bon. Un jus de citron, pareil, c'est des protons, le jus de citron c'est H+, donc ça va faciliter le débobinage et l'interaction des protéines. Sauf que le jus de citron, le problème c'est qu'il y a un peu de gras dedans, parce que dans un jus de citron, il y a un peu de lipides. On a tendance à l'oublier, ça fait que des fois, ça a plutôt tendance à foirer. Donc en fait, je vais vous montrer un truc encore un coup plus extrême, mais ça c'est vraiment une petite astuce de cuisinier que je vais vous montrer, parce que je suis quand même là pour vous montrer des petits trucs. Bon ça, cette mousse, je la jette, et je vais en refaire une autre, mais vous allez voir, c'est un peu la mousse de l'extrême. Ah ben voilà, c'est la mousse de l'extrême. C'est-à-dire qu'essayer de casser un œuf sur une table avec un amortisseur, c'était le petit challenge. Voilà, donc je mets mon blanc. Et alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de jus de citron, mais je vais mettre la substance du jus de citron qui, normalement, est censé remplir son rôle, c'est-à-dire vous avez de l'acide citrique. Parce que l'acide citrique, c'est ça qui fournit l'acidité, les protons H+, dans le citron, et qui va permettre d'apporter son rôle, faciliter l'interaction des protéines. Donc un peu d'acide citrique. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre du sel, on va mettre du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, dedans, en fait, c'est bicarbonate de sodium, donc Na+, donc c'est comme du sel, donc il y a des ions. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va bénéficier d'un troisième effet. C'est-à-dire que quand on met ensemble, et ça je vais vous le montrer d'abord dans le verre, quand on met ensemble un acide, comme l'acide citrique, donc il faut être costaud, non, c'est parce que c'était pas le bon côté, quand on met ensemble un acide et une base, en milieu, vous êtes des grands chimistes, en milieu aqueux, ça mousse. Donc, c'est génial, effectivement, parce que du coup, quand je vais mettre mon acide citrique et mon bicarbonate de soude dans mon blanc d'œuf, non seulement ça va acidifier, apporter des protons H+, et des ions sodium, Na+, donc ça va être bien, mais en plus, ça va faire des bulles d'air. Donc ça va me faciliter la prise de mousse. Donc je mets un peu de bicarbonate, je mets un peu d'acide citrique, voilà, je mélange gentiment, et là je fouette. Et là je compte, allez, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, c'est pris. Alors je peux la serrer un peu, et ça permet de faire un blanc d'œuf en 5 secondes au lieu d'une minute. C'est pas enseigné à l'école hôtelière parce que le truc c'est que ça laisse vraiment un goût dégueulasse quoi. Mais ça, non. Par contre ça marche. Mais dans d'autres cas de figure, il y a des trucs qui marchent, hein, qui sont utiles. Hein. Il y a pas de. C'était juste un exemple. Alors, il y a d'autres mousses parce que là effectivement, alors il y a des trucs qui sont vraiment évités. Je l'ai dit, le jus de citron, attention, il y a un peu de gras dedans. Même chose pour le petit coup de jaune d'œuf qu'on laisse traîner. Hein. Vous savez que ça fait des mousses qui sont un peu fragiles. Parce que justement, comme vous avez compris ce que je vous ai expliqué, comme c'est une histoire de protéines qui viennent interagir autour des bulles d'air qui en fait jouent un rôle de tensioactif, si je leur donne un peu de gras, ils vont aussi, les mêmes protéines vont tenter d'émulsionner le gras. Donc en fait, elles vont être en compétition, il y aura une compétition entre l'air et le gras. Donc quand il y a du gras qui traîne dans un blanc d'œuf, ça fait des mousses vraiment pas efficaces, des mousses fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter la chose. Donc surtout pas de traces de jaune d'œuf, pas travailler avec un saladier dans lequel on a fait une vinaigrette avant, ce qui reste toujours un peu de gras et c'est une catastrophe. Bref, ça c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Du coup, il y a un truc qui est incompréhensible, c'est une autre sorte de mousse. C'est la chantilly. Quand je prends de la crème et que je la fouette, ce que je fais là. Alors là, je l'ai mise dans un bol que j'ai posé sur de l'eau avec un peu de glace parce qu'il y a un truc qui peut faire foirer la chantilly, c'est quand on travaille dans une pièce un peu chaude, mais donc là je suis en confiance. Et le fait est que quand on... Bon, alors du coup ça met de l'eau partout, c'est pas grave, je vais en bazarder un peu là-dedans, là voilà. Tac, encore un peu, hop. Quand on fouette, donc là je suis sur la glace, ce
que je n'ai absolument pas fait pour les blancs d'œufs, parce que là, on sent bien que... Alors, le lait, ça mousse, hein. Pour faire des cappuccinos, ça marche bien, parce que, de la même raison, dans le lait, il y a des caséines, donc c'est des protéines, donc elles ont un rôle de tensioactif, donc le lait, ça mousse. Mais ça fait une mousse fragile, parce qu'il y a du gras dans le lait. Donc là, évidemment, dans la crème, il y a tellement de gras, vous pouvez fouetter de la crème comme vous voulez à température ambiante, vous allez faire du beurre, pas de la chantilly. On sait bien que pour faire une chantilly, il faut travailler très froid. Alors là, c'est ce que je fais, je fouette en travaillant très froid, puisque j'ai posé mon bol sur de la glace fondante, en fait. Et donc, ce qui va se passer n'a rien à voir avec les tensioactifs. Les tensioactifs, ils n'ont pas grand rôle là-dedans. Ce qui va se passer, c'est en fait une mousse physique, c'est-à-dire que ma crème va cristalliser, le gras va cristalliser, et en cristallisant, il devient de plus en plus rigide. Et en devenant de plus en plus rigide, d'une certaine manière, il empêche les bulles d'air de sortir. Et donc, j'ai une mousse, mais cette fois-ci un peu plus qu'on pourrait considérer comme une mousse physique. Si vous voulez, le blanc d'œuf, c'est une mousse chimique, parce que c'est l'interaction chimique entre les protéines qui font que les bulles d'air recouvrent de tensioactifs. Et là, c'est une mousse qui tient du fait que la matière grasse a cristallisé, donc on est beaucoup plus proche d'un phénomène physique. Alors là, quand c'est un peu abusif d'appeler ça chantilly, parce en fait, elle n'est pas très sucrée parce que j'ai pas mis de sucre. Mais donc avec du sucre, ça s'appellerait une chantilly. Mais c'est clair qu'avec un système comme ça, on peut faire des choses intéressantes. Alors on peut faire ça, par exemple. C'est à peu près ce que je viens de faire, mais en plus sophistiqué. Et évidemment, ça, c'est assez sympathique, ce type de texture, mais l'idée, c'était quand même d'un peu d'innover aussi, éventuellement. Des fois, il faut que je cite pas grand-chose, mais regardez, si là, j'ai de la chantilly, là. Puis là, j'ai ma mousse de blanc d'œuf. Bon, celle-là, c'est la dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Et si je mélange les deux, en fait, j'ai une mousse, une sorte de chantilly allégée, comme une chantilly de thalassothérapie. C'est vraiment très... Bon, alors on peut aussi la détendre avec un sabayon, on peut faire plein de choses. Bah là, par exemple, voilà, c'est une chantilly salée. Alors, c'est pas une chantilly, mais c'est une crème fouettée, salée, avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on peut la rajouter facilement, parce que c'est du gras. Le gras dans le gras, ça s'émulsionne très bien, donc tout va bien. Celle-là, en l'occurrence, je l'ai faite au siphon. Alors, au siphon, c'est-à-dire que c'est les bouteilles, vous savez, sous pression. On met le liquide qu'on veut faire mousser, on injecte une cartouche de protoxyde d'azote. C'est un additif qui s'appelle E950. Sur les bombes de chantilly que vous achetez dans le commerce, c'est marqué E950. C'est du protoxyde d'azote. C'est gaz hilarant, en fait. C'est ce qu'on vous met pour vous reboîter une épaule, quand vous êtes déboîté une épaule, un truc comme ça à l'hôpital, on vous met un masque, c'est avec du protoxyde d'azote. Je suspecte que c'est aussi pour ça que les chantilly ont du succès. Là, donc, on chantilly salé, c'est pas très innovant, c'est une crème fouettée à l'huile d'olive, tout va bien. Alors après, on est obligé de réfléchir un peu plus. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec le lycée hôtelier de Marseille, en l'occurrence. On voulait faire une mousse d'huile d'olive, mais chaude. Alors là, il y a une catastrophe, parce que si on fait une mousse d'huile d'olive, puis qu'on met des artichauts barigoules dessous, dessus, les artichauts vont faire fondre la matière grasse, et du coup, ça va pisser de partout, ça va être horrible. Et puis, on voulait envoyer ça, on a 80 couverts à servir ce soir-là, c'était pas possible. Donc, il a fallu trouver une manière d'avoir une mousse qui tient. Et donc là, il faut réfléchir un peu à la physique. Il faut se dire, alors, qu'est-ce qui peut tenir dans l'histoire? Qu'est-ce qui se passe quand on cuit? Coagulation, si j'ajoute des protéines de blanc d'œuf dans ma mousse, du coup, si je la fais coaguler dans un siphon à 65 degrés au bain-marie, ça va marcher, vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a mis du blanc d'œuf, on a mis dans un siphon au bain-marie pendant 1 heure, et puis quand on sort, la mousse qui sort, et ça fait une mousse chaude qui tient très bien, puisqu'en fait, elle tient non pas grâce à la cristallisation de la matière grasse, mais elle tient grâce au fait que les protéines ont coagulé. Donc ça fait un peu comme un soufflé. Sur un soufflé, je prends des blancs d'œufs, je mets dedans n'importe quoi, mes jaunes d'œufs avec mon grand marnier, je passe ça au four, ça monte, ça coagule et ça tient. C'est extrêmement robuste la cuisine. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'on avait fait pour un tournage, pour M6, on avait demandé de montrer qu'est-ce qui était important dans un soufflé. Donc toujours dans ces cas-là, on commence par les soufflés qui marchent bien. Donc j'avais bien travaillé, fait des soufflés qui montent. Le caméraman était super content, il avait du temps, tout ce qu'il voulait pour filmer le soufflé, ça retombait absolument pas. Puis après on a dit, maintenant on va faire le soufflé qui rate. Donc on a fait un peu n'importe quoi, on a mélangé n'importe comment, on a ouvert la porte du four 4 fois, etc. Et c'était un drame parce que j'ai jamais réussi à rater, quoi. Et à chaque fois, on sortait le soufflé, le caméraman était là, alors ça retombe pas. Alors on recommençait, je dis, mais attends, là, je vais vraiment rater. Et en fait, on n'a pas réussi à rater. Donc on a triché un peu pour l'émission. Mais comme quoi, des fois, c'est difficile de rater, en fait. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mousse, d'ailleurs mousse au chocolat. Dans un blanc d'œuf comme ça, vous mettez du chocolat, vous mettez au frigo, ça vous fait une mousse au chocolat. Si vous êtes végétalien ou vegan, comme on dit, vous avez compris que ce qui est important, c'est de fouetter un truc avec des protéines dedans. Et un jus de pois chiche. C'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'aquafaba, un jus de pois chiche qui a plein de protéines. On fouette le jus de pois chiche, on met du chocolat fondu, on met au frigo, ça fait une mousse au chocolat, alors qui a un goût de pois chiche, hein. Mais quand on veut, on s'habitue à tout. Et ça, c'est une mousse c'est de la mousse de gélatine.
Alors, mousse de gélatine, c'est une protéine. Donc je mets de la gélatine dans là, c'est une mangue. Donc j'ai fait un coulis de mangue, un peu de sucre, gélatine, on fouette, ça mousse. Bon, ça fait un peu fragile. Donc là, c'est plutôt passé au siphon, c'est plus costaud. Donc on met le jus dans le siphon, tac, on monte en pression, chut, hop. Et puis ça fait vraiment comme une texture non grasse. Hein, c'est juste un peu de gélatine et coulis de mangue. Vraiment comme une texture de mousse à raser, mais beaucoup plus sympa en bouche. Et ça fait un truc qui est vraiment qui est pratique pour faire des belles mousses. Alors évidemment, quand on pense à la science, tout de suite, on dirait truc de cuisine moléculaire. Et c'est vrai qu'en même temps qu'est apparue cette volonté de comprendre ce qui se passe en cuisine avec la science, il est aussi apparu un certain nombre de jeux autour de cuisine un peu extrême. Bon, là, notamment, c'est des filaments de chocolat passés à l'azote liquide, donc moins 200 degrés. Devant le client, c'est sympa, ça fait du spectacle, ça fait de la vapeur partout, ça croque. Bon, à la maison, il faut mieux éviter parce qu'on peut perdre des doigts. Mais c'est vrai, alors, c'est sympa en restauration. Alors, c'est pareil, ce qui a été à la mode, c'est tous les gélifiants. Alors, carragénane, alginate. Donc là, c'est des spaghettis de fraises. C'est-à-dire que c'est un jus de fraises gélifié avec des carragénanes et puis des espèces d'œufs, mais d'œufs de curaçao. Le curaçao, ça fait pas d'œufs, mais là, c'est un espèce de caviar. Et avec de l'alginate. Alors ça, bon, c'est naturel, alginate, carragénane, c'est extrait d'algues, mais aujourd'hui, c'est carrément ringard, ce genre de truc. Alors évidemment, on n'a pas besoin de gélifiant, hein. Regardez ici, c'est juste des pectines naturelles. Vous faites une compote de pomme cassis, ici compote de pommes, vous l'étalez, vous mettez au four 60 degrés, faites sécher, et vous sortez ce qu'on appelle un cuir de fruits. Et ça, pas besoin d'astuces, d'additifs ou quoi que ce soit, ça marche très bien, et les enfants adorent ça. Si vous avez du chocolat, ben vous détournez la recette, vous achetez de la pectine, de fruits, puis vous la mettez dans du chocolat fondu, vous faites sécher, vous avez un cuir de chocolat. Après, vous taillez un vêtement, une veste, des chaussures, tout ce que vous voulez. Et ça marche super bien, c'est un peu gras au contact de la peau, mais ça marche bien. Alors, il n'y a pas que la physique et la biologie. Il y a aussi, enfin, quand il n'y a pas que la physique et la chimie, il y a la biologie. Là, c'est la biologie qui a bossé. Dans ce pain au chocolat, ou cette chocolatine, sur l'endroit d'où vous venez, il y a des alvéoles. Des alvéoles qui sont la signature d'une activité levurienne, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle une pâte levée feuilletée, c'est-à-dire qu'on a fait comme du pain, mais qu'on a feuilleté en plus. C'est qu'en fait, les levures, en faisant la fermentation, font des alvéoles qui, après, se gonflent de vapeur d'eau à la cuisson, et ça fait ces magnifiques schémas qui sont vraiment dus à la biologie, à la microbiologie qui a bossé dans ce système. Donc, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, ce sont des grains de kéfir. Grains de kéfir, là, c'est des petits grains, ça ressemble à de la semoule, mais en fait, à l'intérieur, c'est des dizaines de bactéries et de levures. Quand on les met dans de l'eau avec un peu de sucre, ça fermente, ça fait des boissons sympas. Il y a de plus en plus de chefs qui commencent à jouer avec ça parce qu'ils ont compris qu'on pouvait développer des goûts intéressants, on peut le servir dans des jus, on peut faire réduire, on peut faire des tas de choses. Donc ça, c'est vraiment des pistes d'innovation. Alors en parlant d'innovation, il faut vraiment se débrider par rapport à ça. De nouveau, Brillat-Savarin nous encourage à innover. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile, c'est quand même pas rien. Et j'ai rien contre les astrophysiciens, hein, mais c'est juste pour se motiver un peu. Et évidemment, on va se dire, mais quelle est la stratégie à adopter pour ça? Et Edison nous l'a donné, la stratégie. Pour avoir une bonne idée, il suffit d'avoir plein d'idées. Et en cuisine, ça marche bien. Et pour ça, il faut vraiment désacraliser la cuisine. C'est-à-dire que dans Ratatouille, Rémi donc, nous dit que tout le monde peut cuisiner. Et franchement, je pense que c'est important d'aller plus loin que ce rat et de se dire que ce qui est important, c'est pas seulement de pouvoir, mais c'est de le faire. C'est-à-dire que dans un monde où on se plaint tout le temps que l'industrie agroalimentaire nous empoisonne, que les aliments ultra transformés sont pas bons pour la santé, la meilleure manière de maîtriser totalement son alimentation et donc si possible son bien-être, c'est de travailler les produits bruts et les transformer soi-même. Donc c'est pas seulement tout le monde peut cuisiner, c'est tout le monde doit cuisiner. Merci.